Tout le monde à Chicago savait que quand Donna Carmela chuchotait « Des gens sont morts », elle était l'épine dorsale de fer de la famille criminelle Moretti, la seule personne que Don Salvatore Moretti craignait vraiment. Alors, par un mardi soir pluvieux au restaurant le plus exclusif de la ville, quand la matriarche terrifiante a attrapé le poignet d'une jeune serveuse tremblante nommée Finley et l'a tirée près d'elle, la pièce entière a retenu son souffle. Mais ce que n'était pas une menace, Carmela a livré. C'était une question. Et la réponse de la serveuse n'a pas juste cassé un verre. Elle a brisé le monde entier de l'aube. Quels 3 mots pourraient faire que l'homme le plus impitoyable de la ville devienne blanc fantôme? Vous êtes sur le point de découvrir. La pluie à Chicago a une façon de laver la crasse sur les trottoirs tout en faisant que les péchés de la ville se sentent permanents. Elle martelait contre des fenêtres en verre renforcé du Gilded Lily, un steakhouse italien sur le côté nord proche qui ne prenait pas de réservation à moins que vous ne connaissiez le propriétaire ou possédiez le propriétaire. Salvatore Saloretti possédait le propriétaire. Il possédait le pâté de maison. De bien des façons, il possédait la nuit. À 34 ans, Sal était le plus jeune Don que la famille Moretti avait vu en 3 générations. C'était un homme sculpté dans le granit et le regret, portant un costume sur mesure anthracite à $3,000 qui lui allait sur ses larges épaules comme une armure. Il était assis à la tête de la table dans l'alcôve privée, un endroit stratégiquement choisi, de sorte que son dos était contre le mur, lui donnant une vue claire de l'entrée et des portes de la cuisine. À sa droite était assis son conigliera avocat, réputé Arthur Penhaligon, un homme dont la mallette contenait plus de danger qu'un Glock chargé. À sa gauche était assise la seule personne au monde pour qui Sal prendrait une balle. Sans hésitation, sa mère, Donna Carmela Moretti. Carmela avait 70 ans, bien qu'elle se déplaçât avec la précision terrifiante d'une femme de la moitié de son âge. Elle portait du noir, toujours du noir, en deuil d'un mari mort il y a 20 ans et d'un fils mort il y a 5 ans. Ses cheveux argentés étaient tirés en un chignon sévère, ses yeux sombres et illisibles comme le fond de la rivière Chicago. Elle coupait sa vescalopène avec une concentration chirurgicale, ignorant la tension rayonnante des gardes du corps postés au périmètre de la pièce. Raclement de gorge. « Tu ne manges pas, Salvatore », dit Carmela, sans lever les yeux. Sa voix était rauque, un sous-produit de décennies de tabagisme de cigarettes non filtrées. S faisait tourbillonner le barreau dans son verre. « Pas faim, maman. Nous avons la réunion syndicale à minuit. Mon estomac est noué. »« Un chef n'a pas de nœuds, » réprimanda-t-elle, levant enfin les yeux. « Un chef les donne aux autres. Mange !» Soupira et ramassa sa fourchette. C'était l'homme le plus craint en Illinois. Il avait commandé des hits, négocié des routes de trafic millionnaires et défié des agents fédéraux. Mais quand Carmela lui a dit de manger, il a mangé. Le restaurant était occupé, rempli du bourdonnement de conversations coûteuses, du tintement des couverts et du jazz doux d'un groupe en direct. Le personnel se déplaçait comme des fantômes, entraînés à être invisibles, efficaces et sourds à tout ce qu'ils pourraient surprendre à la table Moretti. C'est à ce moment-là que le service a changé. Le serveur habituel, un homme chauve nommé Giovanni, qui avait servi la famille pendant des décennies, était tombé malade plus tôt ce soir-là. À sa place se trouvait une jeune femme qui semblait préférer être n'importe où ailleurs sur Terre. Son badge disait « Finley ». Elle n'avait pas pu avoir plus de 24 ans. Elle avait des cheveux orange tirés en arrière en une queue de cheval désordonnée qui défiait les normes de toilettage strict du restaurant, et son uniforme était légèrement trop grand, avalant sa silhouette élancée. Raclement de gorge. Mais ce furent ses yeux qui attirèrent l'attention de S alors qu'elle s'approchait avec la bouteille d'eau pétillante. Ils étaient verts, une nuance perçante et familière de vert émeraude, qui, raclement de gorge, envoya une étrange décharge électrique le long de la colonne vertébrale de S. Il ressentit un sentiment de déjà-vu si fort qu'il faillit le rendre étourdi. Il regarda ses mains alors qu'elle versait l'eau pour Arthur,
Elle tremblait. « Doucement, chérie, » dit Arthur, sa voix huileuse mais gentille. « Nous ne mordons pas à moins que la nourriture ne soit froide. » Finley offrit un sourire nerveux et serré. « Mes excuses, monsieur, c'est ma première nuit sur le parquet. »« Vous vous débrouillez bien, » dit Sal. Sa voix était profonde, un grondement baryton qui habituellement faisait taire les pièces. Il ne voulait pas paraître intimidant, mais il vit Finley tressaillir quand il parla. Elle se déplaça aux côtés de Carmela. C'était le test. Carmela était notoirement critique du service. Si une goutte d'eau tombait sur la nappe, le gérant serait renvoyé. Finley tendit la main pour remplir le verre de Carmela. Alors qu'elle le faisait, le lourd bracelet en argent à son poignet cliqueta contre le cristal. C'était d'un bruit bon marché, bijou fantaisie contre verre fin, mais le bruit sembla résonner comme un coup de feu dans l'alcôve silencieuse. Finley haleta, retirant sa main. Quelques gouttes d'eau éclaboussèrent le poignet blanc immaculé de la blouse de Carmela. Les gardes du corps au bord de la pièce firent un pas en avant, les mains fouillant leurs vestes. S leva une main pour les arrêter, ses yeux fixés sur sa mère. Le restaurant sembla devenir silencieux. Le groupe de jazz continuait de jouer, mais l'air autour de la table semblait aspirer dans un vide. « Je suis tellement désolé, madame. » Finley balbutia, son visage se vidant de couleur. Elle tendit la main vers une serviette pour tamponner la tache, mais Carmela attrapa son poignet. Ce n'était pas une prise violente, mais c'était ferme. Raclement de gorge, une poigne de fer. Carmela ne regarda pas la tache, elle regarda le bracelet. C'était une vieille heureuse de l'argent terni avec un étrange charme pendant d'elle. Un petit oiseau complexe, une alouette avec un minuscule éclat de rubis pour œil. S fronça les sourcils. Il avait vu ça un charme avant. Où le souvenir grattait à l'arrière de son esprit, enfoui sous des années de violence et d'affaires. « Où avez-vous eu ceci? » demanda Carmela. Sa voix était à peine un murmure, mais elle portait un poids qui appuyait sur la table. Finley tremblait maintenant, terrifiée qu'elle était sur le point d'être renvoyée, ou pire. C'était à ma mère. S'il vous plaît, je peux l'enlever. Je sais que les bijoux ne sont pas autorisés. Votre mère, répéta Carmela. Elle ne lâchait pas prise. Elle tira la jeune fille plus près, ignorant les limites de l'espace personnel. Quel est le nom de votre mère? Diana, chuchota Finley. Son nom était Diana. S laissa tomber sa fourchette. Elle claqua bruyamment contre son assiette en porcelaine. Dinah, le nom le frappa comme un coup physique à la poitrine. Dinah avait été le nom de sa première femme, la femme qui était morte dans une explosion de voiture il y a 10 ans. L'explosion qui était destinée à lui. Ils lui avaient dit qu'elle était morte instantanément. Ils lui avaient dit que le corps était brûlé au-delà de toute reconnaissance. Ils lui avaient dit que leur enfant à naître était mort avec elle. Dinah est un nom commun, dit rapidement Arthur Penhaligon, sentant le changement dangereux dans l'humeur de son patron. S se calma. Mais Carmela ne regardait pas S. Elle regardait fixement les yeux émeraudes de Finley, cherchant des fantômes. « Et où est Diana maintenant? » demanda Carmela, sa voix tremblant pour la première fois en 20 ans. Finley sembla confuse, sa peur se mêlant à une soudaine étincelle défensive. Elle est décédée il y a 2 semaines dans un hospice en Ohio. Les yeux de Carmela se plissèrent. Elle se pencha, son visage à quelques centimètres de la serveuse. Vous a-t-elle donné un message? Vous a-t-elle dit qui lui a donné cette alouette? Finley essaya de retirer son bras, mais Carmela le tint fermement. Elle a dit qu'elle l'avait volé. Elle a dit qu'elle l'avait volé au diable pour sauver un ange. Les mots restèrent suspendus dans l'air. L'a volé au diable pour sauver un ange. Le visage de S, habituellement rougi par la chaleur du restaurant, et le vin devint d'un gris cendré maladif, pâle. Le sang s'écoula de ses lèvres. Il regarda la serveuse, la regarda vraiment, et retira les cheveux désordonnés et l'uniforme mal ajusté. Il regarda la structure de ses pommettes, la forme de son nez. Il regarda les yeux émeraudes.
Il se leva si brusquement que sa lourde chaise en chêne tomba en arrière avec un fracas. « Dehors !» dit Sal. Sa voix était un grondement bas, méconnaissable même pour ses propres hommes. « Sal !» Arthur se leva, inquiet. « Qu'est-ce que c'est ?» Tout le monde dehors, Sal rugit, sa voix se brisant avec une fureur qui fit trembler les murs. Il claqua son poing sur la table, faisant sauter les couverts. « Videz la pièce maintenant. Faites sortir le personnel. Faites sortir les invités. Je veux cette pièce vide en 30 secondes ou je brûle ce bâtiment. » Le chef de la sécurité, un géant nommé Rocco, n'hésita pas. Il commença à aboyer des ordres. La confusion dans le restaurant fut immédiate. Les convives furent conduits dehors, et en plein repas, les manteaux furent laissés derrière. Le groupe arrêta de jouer dans un fracas discordant de cuivre. En 1 minute, le steakhouse animé était une tombe. Le seul son était la pluie martelant contre le verre. Seules 3 personnes restaient. S debout, sa poitrine haletante, ayant l'air de voir un fantôme. Carmela tenant toujours le poignet de la jeune fille, des larmes coulant sur son visage de fer. Et Finlay, la serveuse, debout dans l'épave du dîner, terrifiée et complètement confuse, tenant un plateau qu'elle était trop effrayée pour laisser tomber. S fit le tour de la table. Il se déplaça lentement maintenant, comme un homme s'approchant d'une bombe qu'il ne savait pas comment désamorcer. Il s'arrêta à 3 pieds de Finlay. « Ce charme !» chuchota S, pointant un doigt tremblant vers l'alouette en argent à son poignet. « J'ai acheté ça à Florence il y a 15 ans. Je l'ai fait faire sur mesure. » Finlay déglutit difficilement. « Je vous ai dit, ma mère, votre mère ne l'a pas volé. » S interrompit, sa voix se brisant. « Je l'ai donnée à ma femme le jour où nous avons découvert qu'elle était enceinte. » Il regarda Carmela. La vieille femme hocha la tête lentement. « Elle n'est pas morte. Salvatore. » Carmela chuchota, la révélation brisant le silence. « Dinah n'a pas dans cette voiture. » S regarda de nouveau Finlay, ses yeux écarquillés d'un mélange d'horreur et d'espoir. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, sa voix à peine audible. « Qui êtes-vous vraiment » Finlay regarda de la vieille femme terrifiante à l'homme pâle et puissant. Elle fouilla dans sa poche de tablier et en sortit un morceau de papier jauni plié. « Ma mère m'a dit, raclement de gorge, si jamais je manquais d'argent, si j'étais jamais en difficulté, de venir ici pour trouver un homme nommé Moretti. » Elle tendit le papier à S avec des doigts tremblants. « Elle a dit qu'elle a dit de vous dire que l'alouette est rentrée à la maison. » S prit le papier. Il ne l'ouvrit pas. Il fixa juste Finlay. « C'est votre fille, Salvatore, » dit Carmela, relâchant le poignet de Finlay et se laissant tomber en arrière dans sa chaise. C'est l'enfant qui était censé être mort. Le silence dans le lit doré était lourd, suffocant. Ce n'était pas juste l'absence de bruit, c'était la présence d'un fantôme. L'orage dehors s'était intensifié, le tonnerre faisant claquer les vitres, mais à l'intérieur, l'air était assez immobile pour entendre la respiration rude et paniquée de la jeune serveuse. S resta figé, le papier jaune plié dans sa main, brûlant sa peau comme une braise vive. Il regarda Finlay. De près, la ressemblance était indéniable. Ce n'était pas juste les yeux. C'était la façon dont elle tenait son menton, défiant, terrifié, mais fier. C'était le menton de Diana. « Asseyez-vous » commanda Sal. Sa voix n'était plus un rugissement, mais un râle sec. Finlay hésita, regardant la porte où les gardes de sécurité étaient toujours postés, leur dos tourné, mais leur présence menaçante. « Asseyez-vous, enfant, » dit Carmela, son ton plus doux qu'avant, bien que ses yeux restassent vifs et calculateurs. Elle fit un geste vers la chaise vide où Arthur avait été assis. Finlay s'assit sur le bord de la chaise en velours, serrant son plateau de service contre sa poitrine comme un bouclier, s'assit en face d'elle. Il posa la lettre sur la nappe blanche. Sa main, habituellement assez stable pour appuyer sur une gâchette à 50 yards, tremblait de manière incontrôlable. « Arthur » dit S sans détourner les yeux de la jeune fille. « Je suis là,
répondit l'avocat, sortant des ombres. Lisez-le. Si je le lis. La voix de S se brisa. Je ne pourrais pas le terminer. Arthur Penhaligon ajusta ses lunettes et ramassa le papier. Il le déplia soigneusement. Le papier était du papier à ligne de cahier bon marché, usé au pli d'avoir été plié et déplié 1000 fois. L'écriture était déchiquetée, frénétique, écrite par une main qui savait qu'elle manquait de temps. Arthur se racla la gorge et commença à lire. « Mon très cher Salvatore, si vous lisez ceci, alors je suis parti. Vraiment parti cette fois-ci. Et si vous lisez ceci, cela signifie que notre petite alouette a retrouvé son chemin vers le nid. Son nom est Finley. Elle est née par une nuit froide à Détroit, 6 mois après que le monde ait pensé que j'étais morte. Je sais que vous m'avez haï de partir. Je sais que vous avez maudit mon nom pour être morte et avoir emporté notre enfant avec moi. Mais je ne suis pas morte dans cette explosion. Je n'étais pas dans la voiture. Je voulais l'être. Je voulais rentrer à la maison auprès de vous, mais je ne pouvais pas. 3 heures avant que la bombe n'explose, j'ai reçu un appel téléphonique. Ce n'était pas une menace de la mafia russe. Ce n'était pas les fédéraux. C'était une voix que je connaissais. Une voix de l'intérieur de la famille Sale. Ils m'ont dit que si je retournais à la maison que cette nuit-là, ils ne me tueraient non seulement, ils m'auraient d'abord découpé le bébé. Ils savaient pour la grossesse avant vous. C'est à ce moment-là que j'ai su que la pourriture n'était pas en dehors des murs, mon amour. Elle dormait dans la pièce à côté de nous. Pour sauver notre fille, je devais devenir un fantôme. Je devais vous laisser pleurer pour qu'elle puisse vivre. Je l'ai élevée avec rien. Courant de ville en ville, regardant par-dessus mon épaule tous les jours pendant 20 ans. Mais je suis fatigué, la maladie me prend. Il ne me reste rien à lui donner sauf son père. Protégez-la. Elle est innocente de nos péchés. Et surveillez vos arrières. La personne qui m'a appelé cette nuit-là est toujours à vos côtés. Amour toujours, Diana. Arthur finit de lire. Il plaça la lettre doucement sur la table. Le silence qui suivit était plus fort que le tonnerre. Avait son visage enfoui dans ses mains. Ses épaules tremblèrent une fois, 2 fois, un sanglot silencieux et violent qu'un homme de sa stature n'était jamais censé montrer. 20 ans. Il avait passé 20 ans à transformer Chicago en forteresse, tuant quiconque osait parler mal de sa défunte épouse, visitant une tombe vide tous les dimanches. Et pendant 20 ans, elle avait été vivante, luttant, courant, vivant dans la pauvreté pendant qu'il était assis sur un trône d'or. Finley pleurait, des larmes silencieuses traçant à travers la légère poussière de fleurs sur sa joue. Elle ne m'a jamais dit qui vous étiez. Elle chuchota sa voix s'accrochant. Elle a juste dit l'homme à Chicago. Elle a dit que vous étiez dangereux. Elle a dit que vous étiez le seul qui pouvait arrêter les monstres. Carmela tendit la main et prit la lettre. Elle-même, ses lèvres bougeant silencieusement. Puis elle leva les yeux, son regard balayant la pièce, se posant sur Arthur, puis sur Rocco près de la porte, puis se fixant sur son fils. Une voix de l'intérieur de la famille, murmura Carmela. La température dans la pièce sembla baisser de 10 degrés. Quelqu'un qui savait pour la grossesse avant lentement baissa ses mains. Ses yeux étaient rouges, mais le chagrin se durcissait rapidement en une rage froide et terrifiante. Il regarda Finley. « Vous avez 20 ans? » demanda « J'ai eu 20 ans le mois dernier, » dit Finley. Hocha la tête lentement. Le calcul fonctionnait. La chronologie qu'il avait tordue dans sa tête, les souvenirs qu'il avait supprimés, tout concordait. L'explosion était il y a 20 ans, pas 10. Raclement de gorge, Dieu avait été si long. Le chagrin avait compressé le temps, faisant qu'une décennie semblait d'une semaine. Il ressentit le poids de chaque anniversaire manqué, de chaque genou écorché pour lequel il n'avait pas été là. « A-t-elle souffert? » demanda À la fin, Finley essuya ses yeux avec sa manche. Elle était en douleur. Nous n'avions pas d'argent pour le bon médicament, mais elle n'était pas seule. J'ai tenu sa main.
S ferma les yeux, un muscle de sa mâchoire très sautant. Elle n'avait pas d'argent pour des médicaments. Il répéta les mots, goûtant comme de l'acide, tandis que je possède la moitié des hôpitaux de cet État. Il se leva. La chaise ne tomba pas cette fois-ci. Il se déplaça avec un calme mortel. Il marcha vers Finlay et s'agenouilla sur un genou, une posture de soumission que l'aube n'assumait jamais. « Finlay » dit-il. Le nom se sentait étrange dans sa bouche. « Regardez-moi. » Elle le regarda. La peur était toujours là, mais la curiosité s'insinuait. « Je vais vous demander de faire quelque chose de très difficile, » dit Sal. « Je vais vous demander de me faire confiance. Les gens qui ont fait fuir votre mère, ils pourraient être encore dehors. S'ils découvrent que vous êtes ici, s'ils découvrent qui vous êtes, ils viendront pour vous. » « Je ne sais même pas qui je suis, » dit Finlay, sa voix tremblante. « Je suis juste une serveuse. J'ai un chat. J'ai un lourd du mardi. »« Vous êtes Finlay Moretti, » dit fermement. « Vous êtes ma fille, et votre loyer est payé pour toujours. » Il se leva et se tourna vers Rocco. Rocco, le géant chef de la sécurité, se tourna. « Patron, amenez la voiture à l'arrière, le SUV blindé. Pas de procession. Juste nous. Où allons-nous, patron? »« Le manoir. »« Non, » dit Sal sombrement. « Le manoir n'est pas sûr. S'il y a un rat, ils connaissent le manoir mieux que moi. » Il regarda Carmela. Maman a appelé la maison sécurisée à Lake Forest. Celle que personne ne connaît, pas même le car-poste. Carmela hocha la tête, tirant un téléphone brûleur de son sac à main. « Et les choses des filles, brûlez-les. Dis qu'elle laisse tout derrière elle. Sa vie de serveuse se termine ce soir. » Finlay se leva, la panique flambant. « Attendez, mon chat, je ne peux pas laisser Barnaby. » C'était une protestation si banale et innocente au milieu d'une crise mafieuse qu'Arthur fit-il rire. Mais S ne rit pas. Il regarda sa fille avec une intensité féroce. « Nous allons chercher le chat, promit S. Rocco envoya une équipe à son appartement. « Prenez l'animal, brûlez le reste. »« Oui, patron. » Alors que Rocco se déplaçait vers la cuisine pour sortir, la porte arrière du restaurant s'ouvrit. Ce n'était pas le personnel de cuisine. 3 hommes en imperméable sombre entrèrent. Ce n'étaient pas des hommes Moretti. Ils portaient des masques théâtraux en plastique bon marché, et ils tenaient des pistolets mitrailleurs silencieux. Le rat n'avait pas attendu. L'information que Finlay était entré dans le restaurant a dû fuir au moment où elle est entrée. À terre. Escria, plaquant Finlay au sol juste au moment où le verre de la cloison derrière eux volait en éclats 1000 diamants. Pied, pied, pied. Les balles mâchaient à travers la table en acajou coûteuse où il venait d'être assis. Carmela était déjà au sol, retournant la lourde table en chaîne sur le côté avec une force surprenante pour créer une barricade. Arthur plongea derrière le bar. Rocco, S rugit, protégeant le corps de Finlay avec sa propre carrure massive. Raclement de gorge. Rocco ripostait déjà, son pistolet détonnant comme un canon comparé au sifflement des automatiques silencieux. Un des hommes masqués tomba, serrant sa gorge. « Il flanque ta gauche » cria Carmela, tirant un petit revolver à manche de perle de son sac à main. La vieille femme tira 2 fois, son tir stable, forçant le deuxième tireur à se cacher derrière un pilier. Finlay criait, ses mains sur ses oreilles, recroquevillées en boule sous son père. L'odeur de caudite et de vin cher remplissait l'air. « Écoutez-moi » S cria à l'oreille de Finlay, lui saisissant le visage pour la forcer à le regarder. « J'ai besoin que vous rampez jusqu'à la cuisine. Ne vous levez pas. Comprenez-vous? »« Je ne peux pas. Vous êtes une Moretti, cria ses yeux flamboyants. « Nous ne mourrons pas au sol. Bougez. » Il la poussa vers les portes de la cuisine. S se leva, s'exposant pour attirer leur terre. Il tira sa propre arme, un 1111 personnalisé, et tira avec une précision rythmique. Pan, pan, raclement de gorge, pan. C'était un démon déchaîné. Il ne se battait plus pour le territoire ou l'argent.
Il se battait pour les 20 ans qu'il avait perdus. Le deuxième tireur tomba un trou dans sa poitrine. Le troisième tireur, réalisant que l'embuscade avait échoué, se retourna pour s'enfuir par la porte. « Laissez-le en vie! » S. cria à Rocco. « J'ai besoin de lui vivant. » Mais c'était trop tard. Un coup de feu retentit des ombres du bord. Arthur avait tiré. Le troisième tireur s'effondra sur le sol mouillé, mort instantanément. SP vers Arthur. J'ai dit de le garder en vie. Arthur baissa son arme, son visage pâle. Il levait son arme sur vous, S. Je ne pouvais pas prendre le risque. S fixa son avocat. Il fixa l'homme mort. Le silence revint maintenant, résonnant avec les répliques de la violence. Finley sanglotait près de la porte de la cuisine. Carmela dépoussiérait ses genoux, son visage sombre. Raclement de gorge. S marcha vers le tireur mort. Il arracha le masque. Ce n'était personne qu'il connaissait, juste un tueur à gages, un mercenaire. Mais au poignet de l'homme, révélé alors que sa manche remontait, se trouvait un tatouage, un petit cercle noir avec une ligne à travers lui. S ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la pluie. Il savait, S chuchota, il savait qu'elle était ici avant même que je lise la lettre. Il regarda Arthur, il regarda Rocco, il regarda sa mère. L'un d'eux ou quelqu'un de très proche d'eux avait essayé de tuer sa fille 5 minutes après qu'il l'eût trouvée. Personne ne quitte ce cercle. S annonça, sa voix sonnant comme la mort elle-même. Nous allons à la maison sécurisée et ensuite je déchire cette ville jusqu'à ce que je trouve qui a fait fuir ma femme. Il marcha vers Finley, la souleva dans ses bras comme si elle était encore une enfant et la porta sous la pluie. Le SUV blindé rugit à travers les rues inondées de Chicago, coupant un chemin silencieux vers les banlieues nord. À l'intérieur, l'atmosphère était épaisse de l'odeur d'asphalte mouillé et de fer. Finley était recroquevillé sur la banquette arrière, enveloppé dans un manteau de laine surdimensionné que S avait pris au vestiaire du restaurant. Elle tremblait, ses yeux W et flous. « La maison de Lake Forest est isolée, » dit Carmela, sa voix stable alors qu'elle chargeait de nouvelles cartouches dans son revolver. Elle a été achetée sous une société écran en 1994. Même les fédéraux ne l'ont pas sur la carte. S était assis à l'avant, ses yeux fixés sur le rétroviseur, surveillant les queues. Arthur, qui savait que nous étions au Gilded Lily ce soir. La réservation était privée. Arthur, assis à côté de Finley, ajusta sa cravate avec des mains tremblantes. Le gérant, le chef cuisinier et vos détails de sécurité personnelle, S. Mais ces tireurs, ils n'étaient pas locaux. Ils se déplaçaient comme des professionnels, des mercenaires. Ils attendaient, S. grogna. Ils ne nous ont pas suivis. Ils attendaient le signal. Ils arrivèrent à un domaine sans description, caché derrière un mur de chêne ancien. La maison était une forteresse de briques et d'acier. Une fois à l'intérieur, S se tourna vers Rocco. Scannez la fille, vérifiez-la pour des traqueurs, vérifiez la lettre, vérifiez tout. Attendez. Finley recula, sa voix trouvant un tranchant soudain. Je ne suis pas un bagage. Vous ne pouvez pas juste me scanner. S s'arrêta. Il la regarda. Vraiment? La regarda et vit le feu. Quelqu'un vient d'essayer de vous mettre une balle dans le cerveau, Finley. Dans ce monde, nous ne supposons pas que quoi que ce soit est sûr. S'il vous plaît. À contre-cœur, elle laissa Rocco passer une baguette sur elle. Rien. Mais quand il scanna la lettre que Diana avait écrite, elle bipa. Cachée dans le papier épais de l'enveloppe se trouvait une micro-fan-bande GPS. S ressentit une vague de nausée. Elle ne savait pas, chuchota-t-il. Diana pensait qu'elle envoyait Finley en sécurité, mais elle portait un phare pour les gens qui la voulaient morte. Ce qui signifie, ajouta Carmela, ses yeux se plissant. Quiconque a averti Diana il y a 20 ans l'a surveillée depuis, attendant qu'elle les mène à vous ou que la fille fasse surface. S claqua sa main contre le mur d'acajou. Je veux l'historique de ce tracker. Je veux savoir qui l'a acheté, qui l'a surveillé et qui a donné l'ordre de tirer. Arthur, mettez-vous sur les lignes sécurisées. Demandez tous les services. Alors qu'Arthur se retirait vers le bureau,
Finlay s'affala sur un canapé en cuir. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, sa voix petite. « Pourquoi quelqu'un attendrait-il 20 ans pour tuer une serveuse? »« Parce que vous n'êtes pas juste une serveuse, » dit Carmela, s'asseyant à côté d'elle et prenant sa main. « Vous êtes l'héritière légitime de l'Empire Moretti. Dans notre monde, le sang est la seule monnaie qui compte. Si S meurt sans enfant, l'Empire se divise entre les Carpos. Avec vous vivante, le pouvoir reste avec nous. » S regarda sa mère, puis sa fille. La réalisation le frappa. Finlay n'était pas juste une fille perdue de longue date. C'était une cible qui bougeait. À 3 heures du matin, la maison sécurisée était une ruche d'activité. Le spécialiste technique le plus fiable de Sal, un homme connu seulement sous le nom de Salus, arriva pour tracer le tracker. Pendant ce temps, l'équipe de Rocco avait réussi à récupérer Barnaby, le chat qui rôdait maintenant dans la bibliothèque de la maison sécurisée, inconscient du drame aux enjeux élevés. S était debout sur le balcon, fixant les bois sombres quand Arthur s'approcha. « S, j'ai vérifié les comptes, » chuchota Arthur. « Il y a une divergence. De petites sommes, 5 000 ici, 10 000 là, manquaient au fonds fantôme depuis les 2 dernières décennies. Le fonds fantôme était le compte que vous aviez créé pour les funérailles et la succession de Dinah. » S tourna ses yeux comme du silex. Quelqu'un écrémait le fonds de décès de ma femme, Illinois. « Pas écrémé, » dit Arthur, lui tendant une tablette. « Redirigeant. L'argent n'était pas volé. Il était envoyé à une clinique privée en Ohio, le même hospice où Diana est décédée. L'air quitta les poumons de Sal. Quelqu'un payait pour ses soins. Quelqu'un savait qu'elle était vivante tout ce temps. Il semble que oui, dit Arthur, et les autorisations étaient signées avec votre signature numérique S, mais vous ne les avez pas signées. Qui a mes codes? La voix de Sal était un grondement bas et dangereux. Arthur hésita. Seulement 3 personnes. Moi, Rocco et votre mère. Le cœur de S martelait contre ses côtes. Il regarda à travers les portes vitrées Carmela, qui enseignait actuellement à Finlay comment nettoyer correctement un Beretta 92 FS à la table de la cuisine. Sa mère, la femme qui l'avait encouragé à épouser Diana, la femme qui avait pleuré le plus fort. Il entra dans la cuisine, sa démarche lourde. « Maman, nous devons parler. » Carmela ne leva pas les yeux des pièces du pistolet. « À propos de l'argent en Ohio, Salvatore. » La pièce devint glaciale. Finlay regarda entre eux, sentant le changement soudain de pression. « Vous saviez, » dit Sal, sa voix tremblant d'un mélange de trahison et de confusion. « Vous saviez qu'elle était vivante. Vous avez payé pour son hospice. Vous m'avez laissé vivre dans une cage de chagrin pendant 20 ans, alors que vous saviez que ma femme et ma fille étaient là-bas. » Carmela posa le canon du pistolet. Elle regarda Finlay, puis son fils. « Je ne savais pas juste, Salvatore. C'est moi qui lui ai dit de courir. » Le silence qui suivit ne fut brisé que par le doux tic-tac d'une horloge grand-père. « Vous, S. chuchota, vous l'avez chassé. J'ai sauvé sa vie. » Carmela claqua, se levant. Son âge sembla disparaître, remplacé par l'aura terrifiante de la véritable matriarche Moretti. Votre père était encore vivant alors, S. Il était faible, et la commission cherchait une raison de démanteler les Moretti. Ils voyaient votre amour pour Diana comme une responsabilité. Ils allaient la tuer et le bébé pour vous endurcir, pour faire de vous le monstre dont ils avaient besoin. Alors, ça, vous avez mis en scène l'explosion, S. demanda, sa mâchoire serrée. Je l'ai prévenu, dit Carmela. Je lui ai donné l'argent. Je lui ai dit de ne jamais regarder en arrière. Je pensais que si elle restait loin assez longtemps, je pourrais arranger les choses. Je pourrais nettoyer la maison pour qu'elle puisse revenir. Mais la pourriture que Diana a mentionnée dans sa lettre, elle était plus profonde que je ne le pensais. Wow, qui les voulait morts? Carmela regarda vers le bureau où Arthur et Rocco travaillaient. Le frère de votre père, Silas Moretti, il est à la retraite en Sicile depuis 10 ans, mais il contrôle toujours les capos par un proxy.
C'est lui qui voulait une ligne de succession pure. Soudain, les lumières de la maison sécurisée vacillèrent et s'éteignirent. Les lumières rouges d'urgence se sont activées, baignant la pièce d'une lueur couleur sang. « Patron! » La voix de Rocco vint parler comme « Périmètres ont été violés. Ils ont coupé les lignes. Multiples signatures thermiques dans les bois. »« Arthur! » S cria. « Emmenez Finlay à la pièce panique. » Mais Arthur ne bougea pas. Il se tint dans l'embrasure du bureau, un pistolet silencieux à la main. Il n'était pas pointé vers la porte. Il était pointé sur S. « Je suis désolé, S. » dit Arthur. Ah, son visage a un masque de regret professionnel. Mais Silas paye mieux qu'un neveu en deuil, et il n'aime pas les fins lâches. Finlay haleta, se baissant derrière l'îlot de cuisine. « Vous avez été le rat pendant 20 ans. » S demanda sa voix, calmement trompeuse, alors qu'il tendait lentement la main vers sa propre arme. « C'est moi qui ai dit à Diana de courir. » Arthur corrigea. « J'étais la voix, elle a entendu. Carmela pensait qu'elle était astucieuse, mais c'est moi qui contrôlais le récit. Je les ai gardés en vie comme levier. Mais maintenant que la jeune fille a montré son visage à Chicago, le levier est parti. Silas veut que le tableau soit effacé. « Vous ne sortirez pas d'ici, Arthur, » dit Carmela, sa main se déplaçant vers le revolver à manche de perle dans sa poche. « Peut-être pas, » dit Arthur, « mais la lignée Moretti non plus. » Il appuya sur la gâchette. Le coup étouffé du pistolet d'Arthur toussa un type métallique clinique qui semblait bien trop petit pour la trahison qu'il représentait. Mais S, un homme élevé dans le creuset de la violence soudaine, était déjà en mouvement. Ses instincts, aiguisés par des décennies de survie, prirent le dessus avant que son cerveau ne puisse même traiter le chagrin de la trahison de son avocat. Il plongea à travers le sol d'acajou poli de la cuisine. Sa lourde carcasse glissant sur le bois juste au moment où la balle sifflait dans l'air où sa poitrine avait été une milliseconde auparavant. La balle frappa un vase décoratif en céramique sur le comptoir, l'explosant en un nuage de poussière blanche et de tessons déchiquetés. Donna Carmela ne cria pas. Elle n'hésita pas. Alors que la plupart des femmes de son âge auraient gelé la matriarche de la famille Moretti, a été à la hauteur de la réputation de fer qui la précédait. Elle fouilla dans la poche profonde de sa robe de soie noire et tira son revolver à manche de perle avec une grâce fluide et pratiquée. Elle tira 2 fois. Les balles de petit calibre claquèrent dans l'air. L'une attrapa Arthur dans la partie charnue de son épaule. La force de l'impact le faisant tourner comme une toupie cassée. Il poussa un cri aigu pathétique et recula à tâtons dans l'obscurité du couloir. Son sang laissant une trace sombre et maculée sur le wainscoting blanc. Rocco traître dans la maison, le périmètre est compromis. S rugit, sa voix résonnant à travers les couloirs assombris de la maison sécurisée, coupant le silence soudain comme une tronçonneuse. Comme si sa voix était un signal, le monde à l'extérieur de la maison explosa. Les bois, qui avaient été un mur d'ombre humide silencieuse, il y a seulement quelques instants, explosèrent avec le rythme staccato des tirs automatiques. Les mercenaires engagés par Silas ne sondaient plus seulement les défenses. Ils prenaient d'assaut le château. Le bruit des lourdes bottes brisant le verre des portes françaises dans la salle à manger résonna à travers la maison. Le sanctuaire était devenu une boîte à tuer. S rampa à travers les débris de la cuisine, sa main s'étendant pour attraper le bras de Finlay. Elle était recroquevillée contre l'îlot de cuisine, sa respiration venant par halètements saccadés et terrifiés qui sonnaient comme un animal blessé. Elle était paralysée, ses yeux de Hun et vitreux fixant l'endroit où le vase s'était désintégré. « Finlay, regardez-moi. Regardez-moi tout de suite. » S commanda sa voix, un grondement bas et intense. Il attrapa son menton, forçant ses yeux émeraudes à rencontrer les siens. « J'ai besoin de la fille qui a survécu 20 ans en fuite. J'ai besoin de la fille qui a vécu à travers les ombres de Détroit et les hivers de l'Ohio. J'ai besoin d'elle maintenant. » Il fouilla dans sa ceinture et sortit un Glock 43 subcompact, pressant l'acier froid dans sa main tremblante.
Ses doigts étaient comme de la glace, glissant de sueur. Je ne peux pas, chuchota-t-elle, sa voix s'accrochant. Je n'ai même jamais tenu la sienne. Je ne peux pas faire ça. Vous n'avez pas à être un tueur, Finley. Sal dit, ses yeux brûlants d'un feu protecteur désespéré qui dépassait même sa propre peur. Dans cette famille, nous ne mourrons pas à genoux. Vous avez juste à être une Moretti. Vous restez basse derrière cet îlot. Si cette porte s'ouvre et que ce n'est pas moi ou ma mère, vous appuyez sur la gâchette jusqu'à ce que le pistolet cesse de faire du bruit. M'entendez-vous? Vous protégez votre vie parce que c'est la seule chose qu'il me reste. Il n'attendit pas qu'elle accepte. Il se tourna vers Carmela, qui rechargeait déjà son petit pistolet avec des mains squelettiques stables. Mangetta à la cave. Il y a un vide sanitaire derrière les casiers à vin. Il mène à l'ancien puits et au tunnel de drainage. Mettez-la là-dedans et ne sortez pas avant que le soleil ne soit levé. « Et vous? » demanda Carmela, ses yeux sombres cherchant le visage de son fils. « Je vais finir une conversation qui a commencé il y a 20 ans, dit Sal, sa mâchoire se serrant jusqu'à ce que l'os manque de se briser. S se déplaça dans la maison comme une ombre prédatrice, son 1911 personnalisé ouvrant le chemin. Il trouva Rocco dans le foyer, l'homme massif épinglé derrière un pilier de marbre, échangeant des tirs avec 3 hommes masqués qui avaient franchi l'entrée principale. S n'hésita pas. Il flanqua les intrus, émergeant de la porte de la bibliothèque comme un fantôme vengeur. Il tira 3 fois, 2 coups, abattirent le mercenaire en tête instantanément, et le 3e attrapa le 2e homme à la gorge. Le dernier tireur, réalisant qu'il était dépassé, fonça sur Rocco avec un couteau tactique, mais Rocco attrapa le poignet de l'homme en plein air. Il y eut un craquement écœurant alors que Rocco brisait l'os comme une brindille sèche, suivi d'un lourd coup terminal qui fit taire l'homme pour toujours. Arthur est parti vers les jardins arrière. Rocco respira, sa poitrine haletante, du sang coulant d'une coupure déchiquetée sur son front où un éclat de verre l'avait effleuré. Il a une radio, S. Il appelle la 2e vague. Ils ont de lourds renforts qui arrivent par l'allée. Laissez-le les appeler, dit S, son visage un masque de fureur froide et mortelle. Il ne quittera pas cette propriété vivante. S sortit sous la pluie glaciale de Lake Forest. L'arrière-cour était un cauchemar de haies manucurées et de statues de pierre, maintenant illuminées par intermittence par les crépitements des canons et les faisceaux balayants des lampes de poche tactiques. Il vit Arthur près de la fontaine de pierre, son costume chair trempé et ruiné, serrant son épaule sanglante. L'avocat parlait frénétiquement dans un walkie-talkie, sa voix se brisant de panique. « Silus, envoyez-les. La fille est dans la cuisine. Tuez-les tous. Pas de survivants. » Arthur cria dans l'appareil. S ne tira pas. Il ne voulait pas être terminé à distance. Il marcha vers Arthur, ses bottes crissant sur la légère poussière de neige et de gravier. Le fond fantôme. Arthur, c'est comme ça que vous l'appeliez. Vous avez vécu de mon chagrin pendant 2 décennies. Vous vous êtes assis à ma table, avez bu mon vin et m'avez regardé pleurer sur une tombe vide tous les dimanches, tandis que vous collectiez un 2e salaire de mon oncle. Arthur se retourna, son visage une masque de terreur. Il essaya de lever son pistolet, mais son épaule blessée le rendait lent et maladroit. S tira un coup précis, touchant la main d'Arthur. L'âme de l'avocat s'envola dans la fontaine avec un éclaboussement. « S, attendez. S'il vous plaît, j'ai été forcé. Silus m'aurait tué aussi. » Arthur plaida, tombant à genoux dans la boue. « Je peux vous donner Silus. Je peux vous donner toute la commission. J'ai des dossiers. Nom, date, compte. » « Je n'ai pas besoin de vos dossiers, Arthur, » dit Sal, se tenant au-dessus de lui comme une divinité vengeresse. « J'ai ma fille. Et vous? » Vous n'avez rien. Un lourd grondement soudain secoua le sol. 2 SUV blindés noirs franchirent la colline de l'allée, leurs phares aveuglant S et se reflétant sur la pluie tombante. La 2e vague était arrivée. Mais alors que les portes s'ouvraient, ce n'était pas juste plus de mercenaires. Un homme avec des chocs de cheveux blancs
et un visage qui ressemblait à une carte ridée du vieux monde sorti. Salas Moretti. Il était protégé par un grand parapluie noir tenu par un garde massif. Assez de ce théâtral, Sawas cria sa voix, fine et stridente, portant pourtant le poids de décennies de commandement. Salvatore, vous étiez toujours trop émotionnel. Vous avez laissé une fille des rues ruiner un empire parfait. Cette serveuse, elle est une erreur, un fil lâche qui aurait dû être brûlé il y a 20 ans. Coupons-le maintenant et nous pourrons retourner aux affaires. S regarda l'armée d'hommes flanquant son oncle. Il était en infériorité numérique de 10 contre 1, debout sous la pluie. Il regarda en arrière vers la maison où Finlay se cachait. L'erreur, S cria par-dessus le rugissement de la pluie, était de penser qu'un Moretti oublie son sang. Soudain, des dizaines de points rouges de laser de sniper apparurent sur la poitrine et le front de Silus. Le vieil homme se figea. « Qu'est-ce que c'est? » Silus siffla, ses yeux dardant vers la traîne, des ombres des chaînes. 20 hommes émergèrent. Ils ne portaient pas les masques des mercenaires. Ils portaient les couleurs des autres familles de Chicago, les Haley, les Ivanov, le outfit. Vous pensiez être le seul à ne pas aimer votre modèle commercial, Silus? S demanda avec un sourire sinistre, teinté de sang. J'ai passé quelques appels au moment où nous avons quitté le restaurant. J'ai offert aux autres familles un accord, votre tête en échange de 20 ans de paix et du démantèlement de la taxe de la commission. Il s'avère que tout le monde déteste un homme qui chasse les enfants. Le visage de Silus devint encore plus pâle que la neige au sol. Vous trahiriez votre propre oncle à des étrangers, aux Russes, aux Irlandais. La famille est plus qu'un nom, Silus, dit Sal son doigt, se serrant sur la gâchette. Ce sont les gens que vous protégez et vous n'avez pas été de la famille depuis longtemps. S leva la main puis la laissa tomber d'un mouvement final sec. La nuit éclata en une symphonie de justice. La lumière du matin ne se leva pas sur Chicago avec une lueur dorée. Elle arriva dans des nuances de violet meurtri et de gris ardoise, filtrant à travers les branches squelettiques des chênes de Lake Forest. À l'intérieur de la maison sécurisée, l'air était lourd de l'odeur de poudre à canon brûlé, d'ozone et du riche arôme terreux de bois de cèdre brûlant dans l'âtre. Le chaos de la nuit s'était retiré dans l'ombre, laissant derrière lui un silence presque physique par son poids. Salvatore Moretti était assis sur le bord d'un lourd ottoman en cuir. Sa tête penchée, sa veste de costume anthracite avait disparu. Sa chemise blanche de soirée, tachée d'un cocktail de pluie, de saleté et d'une éclaboussure de sang qui n'était pas le sien. Ses jointures étaient à vif, la peau fendue de la dernière lutte désespérée dans la boue avec les hommes qui avaient essayé d'effacer sa lignée. Pendant 20 ans, il avait été un homme poussé par une nécessité mécanique froide d'étendre, de conquérir, de venger. Mais alors que l'adrénaline refluait, il ressentit une étrange légèreté évidée. Le fantôme qui l'avait hanté depuis l'explosion n'était plus un fantôme. Elle était une réalité vivante et respirante dans la pièce voisine. La porte de la cuisine grinça. Finlay entra lentement, ses mouvements hésitants. Elle avait quitté le grand manteau de laine et l'uniforme de serveuse tachée, portant maintenant un épais pull en cachemire couleur crème que Carmela avait gardé dans la suite d'invités. Dans ses bras, elle berçait Barnaby, le chat qui ronronnait d'un vrombissement rythmique qui semblait la seule chose normale qui restait dans le monde. S leva les yeux et un instant il ne put parler. Dans la douce lumière du feu mourant, la courbe de sa mâchoire, et la façon dont elle rentrait une mèche de cheveux Urban rebelle derrière son oreille était un écho parfait et déchirant de Diana. « Est-ce vraiment fini? » demanda Finlay. Sa voix était petite, mais le tremblement qu'il avait défini au restaurant avait disparu, remplacé par une force lasse et nouvelle. La menace immédiate est partie, dit Sal, sa voix un chuchotement râpeux. Il se leva, ses articulations claquant de la tension de la nuit. Mon oncle Silas, il ne reviendra pas. Et Arthur, eh bien, Arthur a découvert que le prix de la trahison est une dette qui ne peut être payée qu'en totalité.
Les autres familles de cette ville savent maintenant qui vous êtes. Elles ont vu ma main et elles ont vu les alliés que je suis prêt à apporter à la table pour vous garder en sécurité. Finlay marcha vers les fenêtres du sol au plafond, regardant dans l'arrière-cour. La fontaine de pierre était ébréchée par les balles, et la neige était piétinée et tachée, mais le monde était silencieux. « J'ai passé 24 ans à vivre dans les interstices, murmura-t-elle le dos à lui. Ma mère m'a appris à faire un sac en 5 minutes. Elle m'a appris à utiliser une fausse pièce d'identité avant que je sache conduire. Je restais éveillé la nuit, si en colère contre elle. Je pensais qu'elle était paranoïaque. Je pensais qu'elle me volait une vie normale parce qu'elle était brisée par un traumatisme qu'elle ne nommerait pas. Elle se tourna pour faire face à S, ses yeux émeraudes scintillant de larmes non versées. Elle n'était pas brisée. Elle était la personne la plus forte que j'ai jamais connue. Elle a porté le poids de votre monde sur ses épaules juste pour que je n'aie pas à en ressentir l'écrasement. Elle est morte dans un lit d'hospice exigu sans nom, juste pour s'assurer que je pourrais un jour entrer dans une pièce et utiliser le mien. S traversa la pièce, s'arrêtant juste avant son espace personnel. Il tendit la main, planant avant de la placer doucement sur son épaule. Elle était une héroïne, Finlay. J'ai passé 20 ans à penser que c'était moi qui souffrais. J'étais assis dans mon manoir, entouré de soldats et d'or, me plaignant de ma perte. Mais Diana, elle a vécu dans les tranchées. Elle a mené une guerre chaque jour pour garder notre alouette cachée des vautours. La porte s'ouvrit de nouveau et Donna Carmela entra. Elle avait lavé la crasse de son visage, bien que sa robe noire fût déchirée à l'ourlet. Elle portait un plateau en argent avec 3 verres de Barolo millésimé foncé. Son expression était illisible, le masque de la matriarche fermement remis en place. Mais ses yeux s'adoucirent quand ils se posèrent sur Finlay. « Le soleil est levé, » dit Carmela, sa voix comme du velours sur du gravier. « Dans notre famille, nous ne portons pas de toast aux morts avec tristesse. Nous portons de toast aux survivants avec du sang. » Elle tendit un verre à S et puis avec une gravité formelle en tendit un à Finlay. « Vous avez tenu un pistolet la nuit dernière, enfant. Vous ne l'avez pas tiré, mais vous ne l'avez pas laissé tomber. C'est la première leçon. La deuxième leçon est qu'un Moretti n'oublie jamais un visage, pas celui d'un ennemi et certainement pas celui d'un ami. Ils se tenaient en un petit cercle, la lumière vacillante du feu projetant de longues ombres sur les murs. « Adiana, » dit Carmela, levant son verre, la femme qui était plus intelligente que la commission et plus forte que l'aube. « Adiana. » S faire écho, sa voix épaisse. Finlay leva son verre, sa main stable. À maman, raclement de gorge. Alors qu'il buvait, la chaleur du vin calma les derniers frissons de la nuit. Mais le silence qui suivit n'était pas celui d'une fin. C'était un début. « Qu'arrive-t-il demain ?» demanda Finlay, regardant le vaste domaine qui faisait maintenant partie de son héritage. « Je ne connais rien de votre entreprise. Je ne sais pas comment être un Eyes. Je ne sais même pas si j'aime cette vie. » S la regarda avec une fière fierté protectrice. « La beauté de cela, Finlay, est que vous n'avez pas à choisir aujourd'hui. Si vous voulez retourner à l'école, vous irez à la meilleure du monde avec un dispositif de sécurité que le président envierait. Si vous voulez disparaître au coucher du soleil, je vous donnerai les ressources pour être qui vous voulez être. » Mais il fit une pause, son regard s'intensifiant. « Le sang dans vos veines est ancien. C'est le sang des rois et des guerriers. Si vous choisissez de rester, je vous apprendrai tout. Je vous montrerai comment lire une pièce, comment négocier une paix, et comment frapper si fort que les petites fils de votre ennemi sentiront la contusion. » Finlay baissa les yeux vers le charme de l'alouette en argent à son poignet. Elle passa son pouce sur le métal terni. Elle m'a dit que j'étais l'alouette parce que je chanterais un jour une chanson qui changerait le monde. Je pensais qu'elle voulait dire que je serais musicienne. Elle leva les yeux vers S, un sourire léger et aigu effleurant ses lèvres. Je pense que je comprends maintenant. La chanson n'est pas une mélodie, c'est la vérité.
S ressentit un frisson de reconnaissance. Ce sourire, c'était son sourire. L'avantage, Moretti. J'ai beaucoup de temps perdu à rattraper. Dis, je ne peux pas vous rendre les 20 ans. Je ne peux pas vous donner le père qui aurait dû être à votre remise de diplôme ou l'homme qui aurait dû accompagner votre mère à son repos, mais je peux vous donner l'avenir. Et je peux vous promettre une chose. Personne ne vous fera plus jamais fuir. Finley hocha la tête, une seule larme s'échappant enfin et coulant sur sa joue. Elle tendit la main et prit la main de son père. Sa grande paume cicatrisée se referma sur la sienne, plus petite, l'ancrant. Dehors, le premier oiseau commença à gazouiller dans l'air humide du matin, une note solitaire et claire qui coupa le silence. L'alouette était en effet rentrée dans la maison, et bien que le nid fût construit de secrets et de fer, il était enfin, pour la première fois en 2 décennies, entier. Les secrets que nous gardons peuvent nous protéger, mais ils peuvent aussi nous déchirer. Finley est passé de servir des tables à hériter un empereur, tout cela grâce à l'amour d'une mère et une alouette d'argent. Si vous avez apprécié ce voyage au cœur de la famille Moretti, assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime. Cela aide l'histoire à atteindre plus de monde. Qu'auriez-vous fait à la place de Finlay? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer notre prochaine histoire dramatique. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, dans le monde de la mafia, de ce monde, le sang est la seule chose qui ne mange jamais. À bientôt pour la prochaine.